Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above and Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Zakaria Mansour, CEO de Bisport. Bonjour Zakaria. Bonjour Armelle et merci pour cet entretien. Avec plaisir. Alors Zakaria, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle? Alors effectivement, j'ai un parcours un peu atypique. Donc je suis né d'une famille d'origine algérienne, donc à Paris 18e. Et au cours de mes études et notamment de mon parcours professionnel, j'ai été très entreprenant dans le sens où mes parents avaient un petit commerce de bouche, une alimentation générale assez classique à Paris. Et depuis l'âge de 12 ans, depuis la 6e, j'avais toujours des activités professionnelles à côté. Donc soit en aidant mes parents directement dans l'épicerie, soit en faisant des business un peu, alors j'allais dire à la limite de la légalité, mais toujours en touchant la ligne jaune. J'avais fait notamment de l'achat-revente de CD gravés. Donc à l'époque, effectivement, il n'y avait pas trop de graveurs ou Internet n'était pas encore à très haut débit. Je vendais à mes amis des CD d'albums connus ou de DivX pour les plus anciens, de films qui venaient de sortir dans les vidéomatons. Et ensuite, j'ai continué effectivement depuis l'âge de 12-13 ans, j'ai un revenu régulier récurrent de par mon travail et ce qui m'a effectivement poussé après mes études. Donc moi, j'ai fait plutôt des études, plutôt de hautes études. J'ai fait donc prépa au lycée Henri IV, en prépa HEC. J'ai fait le SCP. J'ai une licence de maths fondamentale. Mais j'ai toujours voulu revenir au b.a.-ba du business et notamment du business SMB. Et c'est pour ça que j'ai décidé de monter Bisport après seulement, j'allais dire, une année d'expérience professionnelle. Bon, donc on comprend que tu es né dans les années 80-90, grosso modo, et que parce que l'histoire des CD c'est quand même plutôt ancien. C'est ça. Avant de nous présenter Bisport et sa proposition de valeur, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les étapes de développement de l'entreprise entre le moment où tu as eu l'idée et aujourd'hui? Alors du coup, moi, après mon expérience, donc moi j'ai fait 1 an de conseil et ensuite j'ai décidé d'apprendre le métier de vendeur, notamment le vendeur en SaaS. C'est quelque chose qui commençait à émerger de manière pertinente en 2016-2017. Donc j'ai travaillé dans une boîte qui s'appelait Carsgro, qui faisait de la relance de paniers abandonnés dans le domaine du e-commerce. Donc pas du tout proche de ce que j'ai pu développer par la suite. Mais ça m'a fait comprendre effectivement les enjeux de l'acquisition et notamment de la rétention de clients. Et ensuite, on s'est dit avec donc mon associé Sofiane que j'ai rencontré sur les bancs de l'ESCP, un peu quels sont nos modèles de consommation, qu'est-ce qui commence à changer et qu'est-ce qui n'est pas encore affecté par un asset technologique qui soit pertinent. Et donc là, on est vraiment au tout début des années 2017 et il y avait un marché qui commence à se développer pas mal, qui était le marché des boutiques. Et je pense que je vais revenir sur ce sujet par la suite. Mais en fait, on se disait que c'était triste pour notre génération dans la fin des années 2010 de se dire que l'unique option pour nous pour faire du sport, c'est d'aller dans une salle de sport un peu impersonnelle qu'on n'apprécie pas réellement. Et qu'on n'avait pas le temps de pouvoir avoir un créneau régulier, récurrent dans les nombreuses associations qu'il peut y avoir à Paris ou dans toute la France. Et donc, on se retrouvait un petit peu bloqué dans cette expérience sportive quand on a un emploi du temps extrêmement chargé. Et donc, on a découvert effectivement
le milieu de la boutique. Donc, ça va de la boxe au yoga, au pilates, au crossfit, qui fonctionnait beaucoup par bouche à oreille et où il n'y avait pas encore d'assets technologiques pour réserver vraiment son cours quand on veut, quand on peut et au meilleur prix. Et donc là, on s'est dit, let's go, lançons une marketplace. Donc on a commencé par une marketplace dans ce domaine. Donc tout simplement, on mettait en relation des clients avec des fournisseurs de services pour vraiment faire le match par la suite. Donc ça a commencé comme ça pendant à peu près 6-9 mois. Et ensuite, on a pu pivoter. Alors, j'imagine que, comme tout jeune chef d'entreprise, au début, tu as connu quelques galères. Est-ce que tu aurais des anecdotes des difficultés du départ? Alors, la première grosse galère, c'était un peu d'écouter beaucoup, en fait, ses amis, dans le développement de son produit. Et en fait, toujours séparer ses amis des utilisateurs, des clients. Je sais qu'en tant que jeune entrepreneur, on essaye de tester son idée dans son entourage, mais le plus souvent, c'est pas son entourage qui va consommer le produit. Donc, ça donne effectivement des guidances qui ne sont pas extrêmement pertinentes. Ça, c'était vraiment voilà, éviter le bruit et se focaliser plutôt sur la mission. La plus grosse galère que j'ai eue, je me souviens, c'était fin 2019. Donc nous, on a nommé la société Bsport, donc B-S-P-O-R-T, sans avoir fait réellement de recherche quant à l'utilisation du nom. Et en fait, on a eu une lettre cease and desist, donc lettre d'avocat de la société Bsport, donc B-E plus loin S-P-O-R-T, qui était un flux RSS pour les activités sportives plutôt professionnelles. Donc, on est fan du PSG, on a une application qui nous donne en temps réel toutes les news du PSG. Et je peux dire qu'à ce moment-là, effectivement, il y avait deux options. Soit on continue sur plutôt une procédure judiciaire en tant que jeune entreprise qui ne fait pas de revenus, avec une grosse société qui avait quand même levé 1 à 2 millions. Donc moi, à mon époque, 2 millions, c'était vraiment beaucoup comme levée de fonds. Soit on change du coup de nom, et donc ça implique un changement total dans la code base, et ce qui nous aurait coûté entre 20 et 30 000 euros, somme qu'on n'avait pas. Et donc c'est vraiment on pousse sur le fait que notre marque ne voulait pas en fait se rattacher à la leur, qu'il n'y avait pas de conflit pour le end user. Et finalement, alors on a plutôt eu gain de cause, dans le sens où cette société du coup a fait faillite il y a plusieurs années, et donc on a pu conserver notre nom et avoir la marque disponible sur l'ensemble des catégories. Ouais, ça, c'est vraiment le genre de truc pénible sur lequel t'as pas envie de consacrer ni temps, ni énergie, ni argent, mais qui peut vite te faire sombrer. Est-ce qu'il y a un moment dans ton aventure entrepreneuriale où tu t'es dit, là où on a vraiment eu de la chance? Alors nous, on a failli arrêter la société début 2020. Donc on a lancé notre produit fin 2019, donc Q3, Q4 2019. Et en fait, on se rendait compte que la croissance était était faible. On devait croître, alors je sais pas de bêtises, mais on devait gagner 5-6 clients par mois sur un revenu mensuel de à peu près 1 500 euros de plus par mois. Donc la croissance était faible après quand même plusieurs années de recherche et développement. Pas mal de problématiques, notamment de changement de RP pour nos clients. Donc c'était très compliqué. Et donc on arrive début mars 2020 en se disant on fait à peu près 5 000 euros de revenus récurrents. On est deux, on doit payer les serveurs, donc ce qui nous est potentiellement 1 000 euros, 1 200 euros de revenus chacun par mois. Et là, on s'est dit on a plutôt des bons diplômes, on a une bonne expérience, ça va faire maintenant 2 ans et demi, 3 ans. Mettons sur pause, améliorons le produit et ensuite redémarrons plutôt à la rentrée 2020. Et là, on a eu un événement que tout le monde a pu subir, qui est effectivement le Covid, mi-mars. Et pour nous, ça a été un vecteur d'accélération extrêmement fort, parce qu'on est passé à peu près de 5 000 euros de revenus récurrents à plus de 25 000 euros de revenus récurrents en quelques mois. Parce qu'on a mis en place, donc on a été extrêmement agile, et on a mis en place le live streaming et la vidéo à la demande, avec un système de paywall, pour que nos clients puissent continuer à exister, puissent continuer à générer du revenu, et pour améliorer notamment lorsqu'ils réouvrent leur studio, les revenus qu'ils peuvent générer de leurs clients. Et donc ça a été vraiment pour nous, j'allais dire une chance, malgré le fait que ce soit quand même un événement assez sombre dans l'histoire, mais ça nous a permis effectivement d'accélérer et de pas abandonner trop tôt notre développement. Du coup, est-ce que tu crois à la chance ou est-ce que tu penses que c'est plutôt quelque chose qu'on doit provoquer? En fait, la chance, c'est vraiment pouvoir être ouvert à l'ensemble des opportunités qui se présentent.
Parce que typiquement, nous, on a développé une plateforme de gestion de cours collectifs et cours privés dans des studios physiques. Et donc, l'événement du Covid a été perçu par nos concurrents plutôt comme un malheur, hein, c'est-à-dire des revenus en berne, des clients qui ferment. Alors que nous, on s'est plutôt dit que c'est une opportunité dans le sens où ça rabat un peu toutes les cartes des besoins de nos clients et on a réussi un peu à s'engouffrer dans cette opportunité. Donc, pour moi, chaque événement en fait peut être perçu comme une chance ou comme une malchance. C'est plutôt comment on l'appréhende et comment on se remet en question pour effectivement avoir le meilleur bénéfice d'un événement. Et justement, en tant que chef d'entreprise, est-ce que tu laisses une forme de place à l'intuition, éventuellement aux rencontres fortuites ou à des synchronicités dans tes choix? Alors, il y a toujours le gut feeling et ça, c'est assez drôle parce que maintenant l'entreprise est beaucoup plus grande, hein, mais il y a toujours ce pressentiment, ce gut feeling qu'on n'arrive pas à expliquer et qui permet en fait dans des décisions de pouvoir mettre un peu plus de pare-feu et un peu plus de sécurité. Et effectivement, en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui nous porte. Le plus souvent, on a raison de croire à notre gut feeling, et quelquefois, ce gut feeling peut venir plutôt d'une peur un peu trop forte de l'incertitude et de l'impact négatif. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es senti au bon endroit, au bon moment, tout était parfaitement aligné? Alors moi, ça a été plutôt la partie post-Covid. Donc, en gros, c'est quand on était entre la série A et la série B du développement d'entreprise, où là, je me suis dit, OK, on a créé une base qui est pertinente. Mon travail commence à avoir de l'impact, donc je suis moins sur des tâches à faible valeur ajoutée. Et je me rendais compte que l'entreprise fonctionnait vraiment comme système et que je pilotais ce système. Donc c'est vraiment l'année, j'allais dire, l'année 2022 qui a été pour moi l'année la plus charnière hein, dans mon développement même personnel, où je me suis dit ok, on a pu créer quelque chose, il y a une machine qui tourne, et là le sujet c'est comment on scale cette machine. Là j'avais vraiment en fait les moyens de mes ambitions et surtout la connaissance métier pour pouvoir effectivement déployer au plus vite. Donc vraiment l'année 2022 a été pour moi l'année où je me suis senti le plus impactful dans l'entreprise. Et est-ce que, à contrario, ça t'est arrivé de rater ta chance ou de faire une grosse erreur? Et surtout, avec le recul, qu'est-ce que tu en retiens? J'allais dire la grosse erreur, ça a été vraiment au tout début de l'entreprise, en n'ayant pas une vision extrêmement claire de où on voulait aller, à quels besoins on voulait répondre. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose, souvent en tant qu'entrepreneur, il y a une variable qu'on estime peu qui est son temps, et notamment son temps associé à son énergie. Et je pense qu'on a perdu 1 à 2 ans de temps et d'énergie parce qu'on n'avait pas une vision très claire de ce qu'on voulait faire. Et je sais que si c'était à refaire, effectivement, j'aurais plutôt pris un peu plus de temps à la réflexion avant de lancer les sports pour optimiser l'impact par la suite. Est-ce que tu dirais qu'il y a une personne ou un événement qui a changé le cours de ton parcours? Alors, c'était au moment où j'ai décidé de devenir entrepreneur. Je me souviens parfaitement, hein, c'était mars 2016. Pour l'anecdote, moi j'étais dans un cabinet de conseil, donc assez classique hein, après une école de commerce, et je participais pas mal à un incubateur au sein de cette société, un incubateur de start-up. Et donc on parlait beaucoup en 2015-2016 de levée de fonds hein, à plusieurs dizaines de millions, mais pour moi c'était pas encore palpable, c'était encore trop nouveau pour que je puisse être all-in un petit peu dans ce sujet. Et en fait, ça a été le rachat par Snapchat de Zenly. Donc Zenly qui était en fait la map qui est maintenant disponible sur Snapchat, hein, donc le fait de voir ses amis sur une carte, qui a été racheté un peu plus de 300 millions et qui était en fait une société d'une trentaine de personnes basée à Lille. Et donc là, je me suis dit ok, il y a quelque chose qui se passe. En fait, la tech, c'est pas uniquement la Silicon Valley, les grands génies, Google, Microsoft et autres. Il est possible en fait de pouvoir créer des sociétés à l'échelle en Europe en sortant d'une école de commerce. Et donc là, je me suis dit let's go. Et donc j'ai démissionné. Je me souviens que j'ai démissionné le lendemain. Donc démissionné sans rupture conventionnelle, sans parachute, en me disant ok, il y a quelque chose qui se passe. Il faut que je participe à cette vague le plus vite possible. Ah ouais, le lendemain. Le lendemain, j'ai posé ma démission et j'étais parti sur comment je me construis en tant qu'individu pour devenir le meilleur entrepreneur. Malheureusement, le conseil, en fait, te bloque dans ton horizon, dans tes compétences. Tu apprends beaucoup sur tes hard skills, mais te bloque, en fait, dans ce qu'il est possible de faire.
Et donc, je me suis rendu compte effectivement que cette trajectoire-là n'était pas pour moi et que je voulais apprendre vraiment le métier de vendeur. Et donc, j'ai démissionné et j'ai pris un aller simple pour Barcelone pour apprendre le métier de vendeur. D'accord. Waouh. Et du coup, est-ce que tu dirais que la chance, c'est une histoire de privilège ou une histoire de contexte? Mais en fait, la chance, ça se provoque. Comme j'ai pu te le dire pour la petite anecdote, je viens pas d'un milieu très favorisé, donc j'avais pas de filet de sécurité. Le seul filet de sécurité, c'était vraiment mon diplôme et mes compétences. Et donc effectivement, le jour où j'ai décidé de démissionner d'un poste plutôt très bien payé, je crois que j'étais à 60K sortie d'école en 2015, hein. Donc c'était vraiment des salaires très élevés pour aller faire vendeur par téléphone à 15K, donc diviser son salaire par 4. C'est quelque chose en fait qui se provoque. Et je pense que ça vient plutôt d'un profond mal-être ou d'un profond manque qui te dit que tout ce qu'on a pu t'apprendre, tous les carcans dans lesquels on a pu te mettre, en fait, ne te correspondent pas à toi. Et donc, si tu souhaites avoir une vie un peu, j'allais dire, extraordinaire, donc différente de la majorité des gens, il faut que tu fasses des choix qui ne soient pas compréhensibles par la majorité des gens. Et donc, c'est pour ça que je pars plutôt du principe que la chance, ça se provoque. Les opportunités, ça se crée. Et en fait, je sais que beaucoup de gens pensent qu'ils attendent une opportunité, mais malheureusement, j'ai découvert très vite que personne ne nous attend. Que en fait, pour se créer sa place, il faut effectivement provoquer sa chance. Dans ton aventure entrepreneuriale, si tu regardes depuis le début, est-ce que tu as eu des coups de bol ou des coups de bluff, coups de bol en dehors du Covid, mais peut-être des coups de bluff aussi? Alors, je pense que le plus gros coup de bluff, ça a été mes premiers clients. Mes premiers clients où moi, je vendais en fait une solution sur slide, donc il n'y avait absolument rien encore de finalisé. Et c'était vraiment comment je portais cette communauté d'une quinzaine de studios à Paris sur c'est quoi l'avenir de la boutique fitness en France et en Europe. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que notamment lorsqu'on n'a pas un profil tech et qu'on souhaite lancer une boîte tech, le rôle du CEO et le rôle du non-tech, c'est vraiment de porter un projet, de porter une vision, de porter de l'impact. Et ensuite, le produit arrive comme un outil par la suite pour optimiser cet impact. Donc, je veux dire, ouais, mon plus gros coup de bluff, c'est de signer des contrats en n'ayant pas encore une plateforme finalisée pour en fait avoir une première preuve de marché et une première preuve que le produit réponde réellement à un besoin. On est un peu dans le fake it till you make it. Exactement. En fait, c'est ce que je dis souvent, c'est lorsqu'on commence à vendre sa plateforme, lorsqu'elle existe, c'est qu'on commence à la vendre trop tard. J'aime beaucoup ça. Est-ce que tu as déjà eu l'impression, à contrario, que la malchance s'acharnait? Et si c'est arrivé, comment tu as géré ces périodes-là? Alors moi, je pense que le plus dur, ça a été les levées de fonds. Tout bêtement, je pensais que Zacharia et Sofiane, issus de l'ESCP, de Centrale, avec une boîte qui commence à avoir une traction, notamment dans un modèle SaaS. Je pensais que les levées de fonds, notamment la levée de fonds Seed ou Serie A, allaient se passer beaucoup plus tôt, sur des montants plus importants et des valos plus importantes. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a quand même un biais, notamment en France, sur la capacité à pouvoir lever tôt. Et ça, c'est de plus en plus vrai aujourd'hui, hein. La capacité à pouvoir lever tôt, qui se crée notamment par un réseau que le diplôme permet d'aider à avoir, mais qui n'est pas suffisant. Donc, je suis très content et très chanceux d'avoir eu des investisseurs assez tôt dans le développement de la boîte. Mais j'allais dire par rapport à d'autres boîtes de la Startup Nation, notamment dans les années 2018, 2019, 2020, je trouve qu'il y a eu en fait, en regardant nos KPI de vente, nos KPI de traction, nos KPI global de la boîte, nos levées de fonds ne faisaient pas extrêmement sens par rapport à la moyenne de marché. Donc, ce qui est cool, c'est que après derrière, on a pu prouver et donc post série B, on a pu revenir un peu dans les carcans du marché. Mais je trouve ça effectivement un peu dommage d'avoir en fait des valorisations ou des montants levés qui ont été bien inférieurs par rapport à d'autres levées de fonds qui sont similaires. Ouais, je rejoins totalement ton analyse. Dans ces moments qui peuvent être tendus et particulièrement difficiles sur de la levée de fonds, mais peut-être sur d'autres aussi, qu'est-ce qui te fait tenir? Comment est-ce que tu puises ta motivation? Alors moi, j'ai toujours été dans l'optique que, notamment notre boîte, on est une boîte tech, on n'est pas une startup, on n'est pas une scale-up. Dans le sens où on est une entreprise en premier. Donc,
En fait, il faut toujours se rattacher à la base de ce que fait une entreprise, et une entreprise, à sa base, elle a des clients. Donc, j'ai jamais été dans le allons chercher des subventions, allons chercher des prix X, Y, Z, soyons visibles à des populations tech ou autres. J'ai toujours été très focus sur qu'est-ce que fera la base du succès d'une entreprise. C'est le produit qu'elle délivre et les clients qui utilisent ce produit. Et donc, en fait, c'est ça qui permet de tenir. C'est d'être renforcé dans ses appuis pour ne pas avoir à dépendre, en fait, de vents contraires ou d'externalités qu'on ne maîtrise pas. Et donc, toujours se recentrer sur soi, sur ce qu'on délivre, sur notre raison d'être, plutôt que sur, sur d'autres éléments qui ne créent pas de valeur, in fine, qui créent potentiellement un ego boost, mais qui, in fine, ne créent pas la base d'un développement durable. Ça, c'est un super conseil. Est-ce que toi, on t'a donné un très bon conseil? Alors, le premier conseil qu'on m'a donné, c'est il faut que tu différencies tes utilisateurs et tes clients. Alors, c'est totalement paradoxal, parce qu'en fait, on se dit toujours que nos utilisateurs, c'est pour eux qu'on développe un outil, alors que, in fine, ce qui compte, c'est comment le client qui consomme cet outil perçoit sa valeur. Donc vraiment, le jour où j'ai compris ça, en fait, j'ai eu un changement à 180 degrés sur où j'allais, pourquoi et comment. Donc ça, c'est vraiment le premier conseil. Le deuxième conseil qu'on m'a donné, c'est dans le SaaS, on vit beaucoup dans des dynamiques de levée de fonds et notamment de business models qui sont peu ou pas éprouvés. Et donc, depuis le premier jour, je me suis réellement focalisé sur est-ce que le business model dans lequel je développe mon entreprise fait sens? Et donc, est-ce que l'argent qu'on investit chez moi, c'est pour financer un business model ou est-ce que c'est de la dette qui me permet en fait de pouvoir accélérer mon business model? Et donc, le conseil qu'on m'a donné, c'est l'argent qu'on te prête, c'est une dette. Et je sais que beaucoup d'entrepreneurs ne le comprennent pas, se disent on a levé 3 millions, on a levé 30 millions, c'est trop bien. Non, en fait, ça crée une dette pour l'entreprise dans laquelle on doit rendre aux 2, 3, 5, 10 fois la somme aux investisseurs. Et donc, je pense que c'est des mindsets depuis le début que j'ai, qui est que l'argent qu'on investit chez moi, je le considère comme mon argent ou l'argent de gens proches. Et donc, je me dois de leur rendre un retour sur investissement. Ah, enfin des paroles saines. Merci beaucoup. Et toi, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui attend le bon moment ou le coup de chance pour se lancer? Alors, il n'y a ni bon moment, ni coup de chance, ni attente. Comme je l'ai dit dans un premier temps, en fait, personne ne nous attend. Voilà, le marché fonctionne bien sans nous, la vie fonctionne bien sans nous. Et donc, en fait, créer une entreprise, c'est vraiment créer sa place dans le monde. Sa petite place au début et ensuite elle grandit. Et donc, pour ça, il faut créer un événement perturbateur. Donc, créer une décision, créer quelque chose à perdre et être totalement all-in. Je vois trop de gens aujourd'hui qui se disent monter un projet, mais tout en gardant un filet de sécurité. En fait, être entrepreneur, c'est être un peu fou. C'est pas peser le pour et le contre à chacune de ces décisions. C'est prendre une décision, prendre un chemin et foncer. Donc voilà, souvent on me demande comment tu as eu cette idée-là, quelle opportunité tu peux avoir, quelle chance tu as eu. In fine, c'est juste se remettre dans un autre environnement, un environnement non plus de salarié qui peut être qui peut être un peu ronflant, pour être transparent. Tous les mois, on a son salaire, on peut faire des projets, on est assez dans une sécurité importante. C'est vraiment casser tout ça, revenir un peu à la nature, aux besoins primaires, pour en fait déployer son énergie à la création de son entreprise. Et comment est-ce que tu vois les choses pour les 10 prochaines années pour ton business et ton secteur d'activité? Alors, nous, ce qui est intéressant, c'est que notre secteur croît très rapidement, à peu près 10% par an, que les besoins deviennent de plus en plus complexes, que la demande aussi utilisateur devient de plus en plus importante. Donc, on est plutôt sur une vague extrêmement croissante dans le domaine de la boutique, sur différentes verticales. Ça peut être du yoga, comme je l'ai dit, ou le pilates, ou le crossfit, ou la pole dance. Donc, c'est plutôt des business qui se développent très fortement. Et donc, fort développement veut dire aussi derrière forte compétition et surtout forte concentration. Et donc, en fait, on se rend compte que notre industrie était plutôt faite d'artisans au début et qu'on voit un shift sur des mouvements de consolidation, donc de soit multi-lieux, soit franchise, qui permet d'avoir une taille critique et d'avoir en fait un PNL qui fasse sens pour leur compagnie. Donc ça, c'est par rapport à notre marché. Par rapport à notre société, nous, on scale de plus en plus vite, année après année.
Et donc, aujourd'hui, on développe énormément de produits innovants sur notre secteur et on se rend compte que, puisque nous, on est aussi présents aux États-Unis et dans la région APAC, que l'Europe est un peu en arrière-phase concernant l'IA, concernant le pricing dynamique, concernant toute la partie business de leur activité. Et donc là, aujourd'hui, on est plutôt dans une vision d'éducation de ce milieu sur ces parties-là. Clairement, on est très très en retard dans le milieu du sport, du tourisme, de l'entertainment, sur tous les sujets de yield management et de dynamic pricing. C'est assez impressionnant. Pour finaliser cet épisode, j'ai l'habitude de poser 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude ? Alors, je sais que si on veut, on peut. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours porté, dans le sens où souvent on se met des barrières, qu'elles soient internes ou externes, pour justifier ses échecs. Et ce que je dis souvent, c'est que aujourd'hui, par rapport à la compétition qu'il peut y avoir, lorsqu'on se donne 1000% dans quelque chose, on va toujours réussir. Est-ce qu'on va devenir Zuckerberg? Potentiellement pas. Mais on va toujours réussir dans son projet. Donc souvent, ce que je dis, c'est si on veut, on peut. Si à 25 ans, 30 ans, on veut reprendre ses études, on peut reprendre ses études. Si on veut créer une boutique, on commence par la faire chez soi et ensuite on se développe. On veut créer un restaurant, pareil. Et donc en fait, je me rends compte que la réussite, en fait, c'est pas quelque chose d'inatteignable. C'est vraiment juste du travail, de l'abnégation, plutôt que de la chance et de l'opportunité. Est-ce que tu aurais un conseil de livre à lire ou de documentaire ou de film à regarder ? Alors, moi, je me souviens, j'avais 16 ans. J'avais lu le livre de Sheryl Sandberg. Donc, Sheryl Sandberg, qui est la numéro 2 de Facebook, qui est arrivée chez Facebook assez tôt, et avec un parcours brillant. Elle travaillait au trésor américain, et qui s'appelle Lean In, donc en avant toute en français, qui explique en fait la progression d'une femme dans ce type d'environnement plutôt dominé par des hommes, et qui expliquait en fait que pour s'asseoir à la table des décideurs, en fait, il faut se battre et prendre sa chaise. Pas demander à être invité, mais vraiment se battre. Donc ça se lit d'une traite. Il y a un TED Talk aussi dessus. Et je sais que des personnes comme Sheryl Sandberg ou Ursula Burns, la CEO de Xerox, première femme noire américaine, CEO d'une boîte du S&P 500. En fait, c'est des personnes qui sont drivées par plus que ce qu'elles sont. Elles ont une mission, elles oublient tous les handicaps qu'elles peuvent avoir a priori pour réussir, et elles se battent tout simplement. Et tout ça dans une humilité qui est assez impressionnante. D'autant plus que elle a eu une vie personnelle particulièrement perturbée par la disparition de son époux de manière brutale. Donc elle a eu pas mal d'épreuves à surmonter au milieu de tout ça, en plus de sa carrière professionnelle. Quelle est la question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ? Un peu pourquoi j'ai décidé de monter une boîte. Cette question était assez compliquée, parce qu'en fait, souvent les personnes, quand elles veulent devenir entrepreneurs, elles veulent être indépendantes. Donc déjà, si c'est leur objectif, qu'elles ne deviennent pas entrepreneurs, parce que être entrepreneur, c'est avoir des dépendances partout, en interne, en externe, ses clients, ses investisseurs, ses salariés. Donc c'est au contraire être sur-sollicité au quotidien. Et en fait, maintenant, je me rends compte de pourquoi j'ai monté une entreprise, parce que je considère qu'une entreprise, c'est un peu un monde dans un monde. En fait, être manette d'une entreprise, c'est de pouvoir créer ses propres règles dans un monde qu'on ne maîtrise pas entièrement, par définition. Donc ces règles, notamment d'équité, de probité, de performance. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai monté Bespa. C'est pour créer en fait un environnement dans lequel tous les handicaps, tous les regards de travers, tous les questionnements qui ont pu se porter sur moi lorsque j'ai voulu faire mes études et me développer dans le monde professionnel, un peu un environnement effectivement où tout ça, ça ne compte pas. Et ce qui compte réellement, c'est sa force de travail, sa loyauté et sa conviction. Un grand merci Zakaria Mansour, CEO de Besport, d'avoir été notre invité aujourd'hui.
Voici les 5 points clés, mais il aurait pu y en avoir bien plus, à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que vos amis, votre famille ne sont pas nécessairement vos clients. N'écoutez pas tout ce qu'ils vous disent. Ils ne sont pas représentatifs d'un véritable panel d'enquêtes qualitatives et ou quantitatives. Dans la même veine, ne confondez pas vos clients et vos utilisateurs. Le deuxième point, c'est que la chance, c'est être ouvert à l'ensemble des opportunités qui se présentent. Il faut donc la provoquer. Le troisième point, gut feeling, pressentiment, intuition, appelez-le comme vous voulez, mais surtout, écoutez-le, il ne vous mentira jamais. Le quatrième point, avoir une vision claire et précise de votre projet entrepreneurial avant de vous lancer est le meilleur moyen de ne pas perdre votre temps et votre énergie par la suite. Et enfin, le dernier point, la croissance saine d'une entreprise tient sur ses clients, pas sur des subventions ou sur des bridges d'actionnaires. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.